On est avec Maître Sophie Mongeon, notre avocate en résidence, on pourrait dire. Avocate en garde partagée 2 fois semaine. Ben voilà, en garde partagée. Comment va papa, maman? Oh, ils vont bien. Rémi et Karina sont bien heureuses de me partager le vendredi matin. Excellent. Je rappelle que tu es avocate en droit social. On voulait faire un petit retour sur cette histoire de kangourou, mais peut-être sous l'angle juridique, l'angle légal. Il y a donc des gens qui se procurent des animaux exotiques en toute impunité au Québec. C'est illégal, évidemment, mais qu'est-ce que justement l'encadrement nous dit, Sophie Mongeon? C'est pas tout à fait illégal. C'est légal tant que tu suis les règles. Mais là, de la loi, de la législation, des règlements, il y en a, puis il y en a un autre. En toute honnêteté, ça m'a pris 2-3 heures pour essayer de décortiquer. C'est-tu la loi fédérale qui s'applique? C'est-tu la loi provinciale? Puis là, je dis, OK, c'est quoi la pénalité? Puis c'est quoi l'amende? Écoute, en tout et partout, à travers toutes les lois, tu peux avoir entre 5 000 et 62 000, là, dépendant là, de quelle loi tu appliques. Là, des amendes, des pénalités, etc. Finalement, c'est quel palier de gouvernement qui va nous sévir si on est pogné la main dans le sac? Bien, un peu des deux. Un peu des trois même, parce qu'on va du fédéral au provincial puis au municipal. Parce que dans le fond, c'est les municipalités qui vont appliquer quand même le bien-être des animaux sur leur territoire. Donc, par exemple, moi, je demeure à Laval, j'ai un maximum de nombre de chats et de chiens que je peux avoir. C'est la municipalité qui va appliquer les règlements. Donc, au départ, par exemple, pour les animaux qui sont considérés exotiques différents, c'est la loi fédérale qui s'applique, puis c'est la loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Bon, ça dit une grosse affaire pour nous dire que finalement, ils vont nous référer à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Donc, c'est une loi qui s'appelle le CICITES. Oui, exactement. Là. Isabelle, je te réveille quand c'est fini. OK, mais comprenez-vous, le commun des mortels, à travers tout ça, navigue pas. Donc, moi, pour mon bébé chimpanzé, là, je fais comment? Il y a 3 niveaux d'animaux qui sont acceptés. Okay. Donc, dans la première, le niveau 1, c'est des animaux qui sont en danger d'extinction. Zéro possibilité de les obtenir. On parle de pandas, gorilles, léopards des neiges, à moins que tu sois une recherche scientifique ou un zoo. D'accord. Après ça, tu as le niveau 2, lion, alligator, hippopotame. Ça, c'est autorisé, mais avec un permis. Dans ton 4,5, là, un petit bébé hippo, non? Mais ça ragerait mes plans de vie. Mais ça encore, il faut que tu sois dans une certaine catégorie pour obtenir un permis quelconque. Là. Et puis, tu as le niveau 3, morse, lézard, tortue. Chimpanzé? Probablement plus dans cette catégorie-là. Okay. Là, à ce moment-là, il faut que tu obtiennes un permis d'exportation, un certificat d'origine, donc de la documentation. On se rapproche de mon objectif, Isabelle? Mais pourquoi? C'est quoi le trip? C'est quoi le trip d'avoir des animaux exotiques? Ben, je sais pas. Moi, j'ai été élevée sur une ferme. Nous autres, on avait des animaux, on avait des chevaux, on avait quelques vaches, des poules, des affaires comme ça. Puis comme je disais, en plein milieu de la nuit, si tu avais un animal qui s'était échappé de l'enclos, ben, on n'attendait pas après le ministère de la Faune comme tel. Là. On se dépêchait, on s'activait. Mon père était vétérinaire, on se levait à 2-3 heures du matin, puis on allait attraper l'animal. Là, je comprends pas que ça fait combien, 3-4 jours, puis qu'il est encore en liberté, là, puis qu'il y a une chicane de clôture à savoir c'est qui a le droit d'y toucher. Morale de l'histoire, c'est du fonctionnariat, puis il est encore libre, là, ce kangourou-là. Ben, puis encore une fois, l'histoire va se finir quand il va mourir, finalement. T'sais, ça se peut que ça se finisse en drame, là. Ben, on se le souhaite pas, on là. Veut pas. On se le souhaite pas. Mais ça fait une couple de jours qu'il est là. Est-ce qu'il mange à sa faim? Est-ce qu'il mange ce qu'il faut? Puis est-ce qu'il va finir par rebondir sur la proche des autoroutes, là, c'est ça. Est-ce qu'on a eu des nouvelles du ministère de la Faune? Qu'est-ce qui justifie le délai d'application? On n'a pas eu de nouvelles encore. On nous a dit qu'on allait nous recontacter. Ils ont pris le message, mais ils vont nous recontacter. En tout cas, ce pauvre monsieur-là, je ne sais pas comment il a fait pour avoir le kangourou au départ, mais il aurait fallu qu'il y ait un permis. Puis en plus, au Québec, pour avoir un permis, il faut que tu avises d'avance que tu vas l'avoir, ce qu'il n'a clairement pas fait, là, ce monsieur-là. Notre invité précédent nous disait qu'en 10 minutes sur Internet, là, on pouvait trouver pour quelques milliers de dollars là, de manière d'acheter, là, pas mal... Pas n'importe quoi, là, mais plusieurs espèces animales, clairement, qui sont interdites sans permis. Proviennent de l'Ontario. Mais moi, je veux pas faire le test, là, mais peut-être que d'ici la fin de l'émission, là, je pourrais m'acheter un alligator. Oui. Je suis chimpanzé. Sinon, est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de permis au Québec?
Bien, actuellement, on a fait une petite vérification. Il y a différents volets de permis dépendant du nombre d'animaux que tu as. Donc, j'ai trouvé 52 détenteurs de permis actuellement qui ont l'autorisation d'avoir effectivement des animaux considérés sauvages. On parle justement du Zoo Miller, on va parler du Zoo Omega, on va parler de d'autres sortes de fermes là, qui vont être considérées. Par exemple, à Laval, autrefois, probablement qu'il y avait un permis quelconque. Donc, il y en a 52 établissements qui sont autorisés à avoir des animaux selon un code de permis dépendant du nombre d'animaux. Mon garçon a visité une ferme d'autruches là, récemment. J'imagine qu'il faut un permis là, semi-spécial. C'est pas comme des vaches ou des poulets. Là. Non, effectivement. Il y a une catégorie différente. Surtout qu'au Québec, on a la fameuse loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal qui nous emmène un petit peu plus loin. Eux autres, ils vont légiférer un petit peu plus avec les animaux domestiques. Ils vont rajouter le renard roux et le vison d'Amérique dans leur règlement. Là-dedans, il faut que tu t'assures qu'il y ait de l'eau, un enclos, etc. Fait que notre fameux là, propriétaire de kangourou, dans un premier temps, comment qu'il l'a eu, je ne sais pas. Est-ce que cet animal-là est arrivé légalement au Canada? Ça, c'est l'étape numéro 1, parce que s'il est arrivé illégalement, les gens qui l'ont fait rentrer auraient des amendes, ça aussi. Bien, on confirme qu'il n'y avait pas de demande de permis dans le secteur de Boucherville. Oui, mais pour le rentrer ici, Isabelle, au départ, au Canada, fallait que quelqu'un ait un permis quelconque. Bien, en même temps, ça a l'air de rentrer ici comme l'eau au moulin, là. Il semblerait que les animaux qui rentrent au Canada, de la façon qu'on regarde ça, ça a l'air assez facile de ne pas se faire prendre. Bien, probablement, mais comment il a fait pour rentrer ce kangourou-là? Ça, c'est ma première question. Parce qu'avec la législation qu'il y a au niveau fédéral, il n'y a pas beaucoup de place là, pour laisser rentrer un kangourou. Tu sais, c'est un transport spécial. On ne met pas ça dans une valise. Peut-être qu'il a passé un petit bout dans une valise, celui-là, on ne sait pas. Hein. Franchement, c'est assez bizarre déjà de se demander. Ce que nous disait, encore une fois, la dame le Cadorette de Galahad, c'est que ça venait des États-Unis, là, donc grand pays, ça vient peut-être limite du Mexique. Encore une fois, on ne sait pas exactement d'où est l'origine. On avait 2 sujets avec toi, Sophie Mongeon. Je ne sais pas si tu veux. On va quand même parler de choses un peu plus sérieuses. Je dis pas que les kangourous, c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux. Mais il y a quand même un nouvel outil qui a été mis en application par le gouvernement du Québec pour contrer l'usurpation d'images et les fausses publicités. On pense spontanément là, à Norma Brathwaite, à Marie-Claude Barrette, là, plusieurs personnalités dont l'identité a été usurpée ces derniers mois pour vendre une sorte de cossin, de la fraude là, dans la plupart des cas. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce projet de loi 24 là, qui va entrer en vigueur, si je comprends bien? Il a été adopté en fin de semaine. La beauté, là, il y a eu 2 belles lois qui ont été faites récemment. La loi visant à contrer le partage des photos intimes sans consentement et cette loi-là. Pourquoi que c'est beau? C'est parce que ça permet d'avoir des ordonnances sans procéder à la cour. Tu sais, normalement, là, quand tu veux que quelqu'un cesse une action, t'as comme pas le choix de poursuivre à la Cour des petites créances, à la Cour supérieure, à la Cour du Québec. Et là, maintenant, c'est des ordonnances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un formulaire qu'on peut remplir en ligne. Pour les photos intimes, c'est un département qui s'en occupe, mais pour ça ici, c'est le protecteur du citoyen. Donc, moi, par exemple, sur TikTok, j'ai un compte qui s'appelle Maître Sophie Avocate et j'ai beaucoup de faux comptes. On me l'écrit régulièrement. Et la seule chose que je pouvais dire aux gens, c'est de dénoncer le compte. Maintenant, je cherchais activement en fin de semaine le fameux formulaire que je vais pouvoir remplir, envoyer au protecteur du citoyen et lui, en principe, va pouvoir prendre des actions auprès de Meta, TikTok, pour dire, faut que ça cesse. Bon, est-ce que ça va être facile, ce document-là? Comment on va pouvoir le prouver? C'est quoi les sanctions? Bien, dans un premier temps, dès que je trouve le formulaire, Isabelle, je te le dis. Parfait. Ensuite, je le remplis et je vais te dire qu'est-ce que ça a eu comme conséquence. Parfait. Mais on peut avoir des belles amendes là, de mise en place. Pour une personne physique, ça peut aller jusqu'à 62 500, puis pour une entreprise, 125 000. Mais si, par exemple, Meta fait rien avec ma plainte, puis il donne pas suite, ce qui est probable, il me semble, non? Pour être condamné à 5 % de son chiffre d'affaires mondial. Donc, pour Meta, c'est plusieurs milliards de dollars. $1 billion. Hey, ça va-tu être appliqué pour vrai? Je le sais pas. Je cherchais le formulaire. Je vais faire la tentative, puis je vais vous en donner des nouvelles. Et ça, c'est-tu juste pour les rockstars comme Sophie Mongeon, Marie-Claude Barrette et ici, ou c'est vraiment n'importe quel citoyen dont l'identité est usurpée? Moi, je pense que ça s'applique à n'importe quel citoyen. Est-ce que c'est que le Québec ou c'est tout le monde qui embarque là-dedans? Bien, nous autres, pour nous, là, ça, c'est avec le protecteur du citoyen. Donc, c'est une législation
provinciale, donc qui doit être prise en considération. Si, par exemple, on essaie de vendre de la crypto-monnaie, le protecteur du citoyen va faire ma demande et il va aller joindre le tout avec l'autorité des marchés financiers pour faire front commun, parce que là, on parle de données ou de finances. Mais si j'essaie de vendre d'autres choses comme des T-shirts, c'est le protecteur du citoyen qui va s'en occuper automatiquement. C'est très, très beau, ça, par exemple. Bravo, bravo, parce que les ordonnances comme ça qui sortent d'organismes évitent énormément de frais pour le citoyen. Là. Et ça nous confirme que ça va fonctionner. Là. La plainte va aboutir. On confirme que les intentions sont bonnes. OK. La suite des choses... C'est beau ta ferveur, ta croyance, Isabelle. Ben moi aussi, j'espère que ça va bien procéder, parce qu'effectivement, on parle, oui, de vente de crypto-monnaies et autres, mais aussi, des fois, c'est un petit peu plus personnel. Là. Fait que c'est bien important. Je veux pas être cynique, c'est juste, j'ai l'impression que ces arnaqueurs et autres fraudeurs, on va faire une plainte, ils vont comme fermer puis rouvrir sur un autre nom. C'est un peu le jeu du chat et de la souris là, constamment. C'est pas comme si c'est pas des grandes multinationales là, qui organisent ces fraudes-là, c'est souvent un gars ou deux. J'ai l'impression qu'ils font ça, ils changent de nom, puis j'ai pas le sentiment qu'on n'arrive jamais vraiment à leur mettre le grappin dessus. Puis plusieurs l'ont vécu quand on veut signaler un faux compte ou quelqu'un qui prend notre identité. Facebook nous répond que ça ne brime pas les droits, on ne brime pas rien pantoute des règlements de Facebook, puis qu'il n'y a pas matière à fermer les comptes. Ça arrive souvent. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Il y a des gens même qui perdent leur crédibilité parce que comme il n'y a pas moyen de parler avec Meta, les gens s'en prennent parfois, là je pense à des personnalités publiques où des fois leur réputation est entachée alors que ce n'est pas eux derrière le clavier, et à tous ceux qui se sont fait avoir, qui ont perdu de l'argent parce qu'ils pensaient parler à leur idole. Je trouve ça dramatique. Bien, vous avez absolument raison. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que c'est la solution totale? Je ne sais pas. Mais au moins, le principe est là. Puis on verra comment ça va se développer dans les prochains mois. Bon, une femme positive. Merci d'être avec nous. Maître Sophie Mongeon, avocate en droit social, en garde partagée avec nos collègues Rémi et Karima. Merci d'avoir été avec nous. Merci.